J'aimerais ça qu'on revienne un peu sur le côté entrepreneurial, là, parce que je sens que moi, j'adore ce genre de conversation-là. Ouais. Je pourrais en parler. Comme le dernier podcast que j'ai fait avec Robin Vézina, on en a parlé pendant 3 heures. Ah ouais? Juste comme de le sens de la vie, la spiritualité, est-ce qu'on est vraiment conscient, est-ce qu'on peut vraiment prendre des décisions, est-ce que le libre arbitre, ça existe comme non-stop. Les gens qui écoutent, il y en a aussi qui sont terre à terre et qui veulent savoir, Chris, comment ça que tu as fait pour faire plein de cash quand tu étais jeune? Fait que, amène-moi à ta première entreprise, quand tu étais début 20 ans, tu pars de rien. C'était quoi? Fait que, à ce moment-là, j'étais revenu des États-Unis. J'avais eu un offre de contrat pour jouer en Suède, dans la première division au hockey professionnel là-bas. Par contre, c'était juste un contrat de 10 matchs d'essai. C'était pas un contrat d'1 an. Puis, je venais de me faire soumettre au balotage aux États-Unis dans la deuxième ligue professionnelle en dessous de l'anniversaire. Mais tu sais, c'est un rêve d'enfance d'être joueur de hockey. Je l'ai joué dans la Ligue nationale, mais rien d'autre. Moi, je veux toujours faire quelque chose pour être le meilleur que je peux être. Puis, si je considère que je suis topé, puis tu sais, j'ai des blessures, j'ai commencé à jouer au hockey tard, ce qui fait que j'ai juste manqué un peu l'année nationale, je me voyais pas faire 10-15 ans dans les ligues mineures professionnelles au hockey. Tu sais, je me voyais pas faire ça. J'étais un petit peu un mouton noir. Tu sais, j'étais... Pas que je veux dire que les joueurs de hockey sont stupides, mais je me sentais... C'est une mauvaise manière de communiquer puis de le verbaliser, mais j'ai pas d'autre manière pour le faire, mais je me sentais comme pas à ma place tant que ça au hockey. Je me sentais un peu comme un mouton noir, un peu trop intelligent. Je m'entendais souvent bien avec les gardiens de but parce qu'ils ont souvent une personnalité un peu plus intellectuelle que le reste des boys. T'sais. Puis autant je peux être un boys, puis je peux sacrer, puis je peux avoir du fun, je suis très caméléon, mais ça reste que c'est un peu comme les chums qui filment du weave. C'est comme c'est correct de temps en temps, mais à un moment donné, on peut passer à autre chose. T'sais. Fait que j'étais revenu ici, mais là, j'étais comme pas sûr si j'arrêtais de jouer au hockey ou pas. Fait que mon agent, il y avait un de ses chums à lui qui avait une équipe de hockey à Matane, dans le senior là-bas. C'était une ligue senior, c'était comme une genre de ligue semi-professionnelle. Ça payait, écoute, ça payait dans ce temps-là, 2006 ou 2007, là. Puis ça payait plus que la moyenne des Québécois gagnaient pour jouer 2 games de hockey d'une fin de semaine. Fait que j'étais allé à Matane, je savais même pas c'était où Matane. J'étais là en plein hiver, j'arrivais des États-Unis, de la Caroline du Sud, sur le bord des plages. Hockey professionnel, en veston cravate, j'arrive à Matane, pas rapport. Puis, j'ai adoré Matane. J'ai un amour fou pour cet endroit-là, mais ça reste que c'est un crise de trou. Tu sais, au mois de décembre, là, c'est un méchant trou. Il y a rien qui se passe, il fait froid, puis il n'y a pas de vie. On salue les gens qui nous écoutent de Matane. Mais je vous adore, j'adore Matane. Écoute, j'ai sorti une fille de Matane pendant 5 ans, j'étais hyper impliqué dans la communauté à Matane. Je n'ai qu'un amour pour cet endroit-là, c'est un des endroits mythiques de ma vie. Puis, mais c'est plate. C'est plate, surtout au début, 80 personnes. Même à un moment donné, quand t'apprends à connaître du monde, puis rentrer un peu dans la communauté, là, c'est cool. Fait que je m'entraînais au gym. Le gym était au cégep de Matane. Puis, il n'y avait pas un chat, à part tout le temps comme les mêmes petits vieux. Puis, Charlotte à tous mes petits vieux, là, je vous adore. Mais il y en avait un qui était sur le conseil d'administration du gym, parce que le gym, c'est un OSBL. Puis là, il voyait comment je m'entraînais. Mais tu sais, pendant ce temps-là, moi, j'avais été joueur de hockey professionnel. J'avais déjà fait un bac en biomécanique avec une nutrition. J'avais comme 6, 7, 8 certifications en plein affaires fuckées, là, en biomécanique, en psychologie du sport, toutes ces affaires-là. Puis, j'avais fait mes études aux États-Unis en plus. Fait que j'avais une manière de m'entraîner très avant-gardiste par rapport à ce qui se faisait au Québec, par rapport même à ce qui s'enseignait dans les universités, dans les bacs en kinésiologie et tout ça. Donc, j'avais eu la chance d'étudier avec vraiment des précurseurs de la performance humaine et de la performance sportive aux États-Unis. Alors là, il me disait tout le temps, c'est quoi tu fais? C'est quoi ces entraînements-là de fucker, tu sais? Fait que là, j'expliquais, tu sais, j'ai toujours été un peu enseignant de nature. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime partager, je suis quelqu'un qui aime la recherche d'informations, puis j'aime pas ça la hoarder pour moi, j'aime ça à partager. Fait qu'à un moment donné, lui puis les autres membres du CIE ont dit, écoute, il y a personne ici pour entraîner les gens. Le monde font n'importe quoi. Toi, tu joues au hockey le vendredi puis le dimanche, mais le reste du temps, tu fais juste t'entraîner et tu fais rien à m'attendre. Fait que, on t'offrirait le bureau à côté de l'accueil. On te charge rien. Mais on veut que tu sois là au moins X temps dans une semaine. Fais bien ce que tu veux. Va sur Facebook. As-tu Facebook dans ce temps-là? Je pense pas. Non. Non. Va sur MSN ou MIRC ou quelque chose comme ça. Puis offre des plans d'entraînement puis tu gardes 100% de tes revenus. Là. Fait que je suis comme, bon, ben, OK, c'est cool, je vais faire ça. J'avais déjà les études pour le faire, anyway. Puis, je me suis ramassé rapidement, c'était bizarre, parce qu'à Matane, dans ce temps-là,
t'avais comme 6 kids entre l'âge de 13 et 17 ans qui étaient dans l'élite du patinage de vitesse au Québec. Leurs parents étaient des dentistes ou des médecins du coin, des enfants hyper doués qui ont comme monté ensemble. Ça a comme créé une cohorte d'athlètes exceptionnels dans un sport, puis dans un endroit que tu dirais, ouais, ils sortent de où, eux autres? Fait que rapidement, je me suis mis à les entraîner, puis après ça, je me suis ramassé des clients dans le gym et tout ça, puis assez rapidement, je suis comme, ouais, je commence à avoir quasiment trop de jobs, tu sais, je m'attendais. Moi, je m'étais pas lancé en affaires, là. C'était comme, j'ai accepté un fou d'une poche, là, tu sais, je veux dire, il me donne un bureau gratuit, je vais me faire un bureau, puis à la limite, j'allais chiller là, tu sais, j'allais m'entraîner juste plus. Fait que j'ai mis un offre d'emploi pour un kinésiologue. Il y avait une kinésiologue qui était à Petit Matane, qui est comme un village après Matane. Je pense qu'elle venait de perdre sa job à la clinique de physiothérapie ou quelque chose comme ça. Fait que je l'ai engagée tout de suite. Puis là, en dedans d'un mois, j'ai arrêté j'ai fait beaucoup moins de clients. Je suis juste sûr que j'aimais vraiment le défi, mettons, des athlètes ou. Moi, j'aimais soit les athlètes ou soit les gens qui avaient des problèmes chroniques compliqués. Tu sais, des gens souffrant d'obésité morbide, des gens ayant des douleurs chroniques dans les genoux, dans les articulations, des choses comme ça dans le dos. J'aimais ça me casser la tête, j'avais de défi. Fait que je laissais comme tout si on veut, le reste de la clientèle plus normale. Puis je me rappelle, la première fois que j'étais à la Caisse populaire Desjardins à Matane, je suis allé déposer tous les chèques, parce qu'en ce temps-là, c'était des chèques, tous les chèques des clients. J'ai écrit le chèque de paye pour cette fille-là. Puis j'ai regardé ce qui restait dans le compte, versus le travail que j'avais fait dans le mois, versus le fun que j'ai eu. Je suis comme, tabarouette. C'est non mais malade, ça. Si je peux faire ça x 10, c'est là. Ça a comme parti de là. Ça a grossi, j'ai engagé une deuxième personne. Là, ma blonde, qui était une fille de Matane dans ce temps-là, elle s'en venait au cégep, l'université, je m'en rappelle plus, à Québec. Puis, fait que là, j'avais déjà plein de contacts à Québec dans les gyms, étant un joueur de hockey qui était quand même connu dans la région. Là, moi, l'été, j'étais en entraînement avec les Antoine Vermette de ce monde, Simon Gagné, tout ce monde-là. C'est comme une clique, là, le hockey, là, c'est super petit. Fait que j'avais déjà plein de contacts. Fait que je me suis comme ouvert un bureau. Je me suis ramassé avec plein de jeunes joueurs de hockey à cause du nom que j'avais dans le milieu du hockey. Et là, d'un coup, je suis rendu 2 bureaux, de la clientèle. C'est comme 2 business qui roulaient, c'était la même business. Puis, ça a comme fait boule de neige. Ça a juste vraiment été vite. Le seul investissement que j'avais eu au départ, mes parents m'avaient payé mon cellulaire, mon forfait de cellulaire, qui était genre 40$ par mois. J'avais un chum qui faisait un peu de graphisme, site web, HTML, PHP on the side, qui m'avait fait un site web de marde, tu sais. Dans le temps. Dans le temps, là. Puis, c'était ça ma business. Puis, c'est parti de 22. Puis, après ça, comme à 25 ans, j'étais rendu avec 3 centres de haute performance, avec genre 3/4 d'un million de dollars d'équipement dans chaque centre. C'était comme un mélange de clinique médicale et de gym de haute performance. Gazon synthétique à grandeur, des machines qu'encore aujourd'hui au Québec, tu retrouves dans aucun centre d'entraînement, dans aucun centre de performance. C'était super avant-gardiste. J'avais des ostéos, des kinésiologues, des orthothérapeutes. J'avais genre une espèce de structure synergique et holistique entre différents professionnels de la santé alternative. Je m'étais ramassé avec un paquet de clients qui étaient des PDG d'entreprise, qui payaient le gros prix, là. Tu sais, j'avais des clients, là, qui payaient des 40-50 000 par année, là, pour le suivi qu'il y avait chez nous en entraînement, en nutrition puis en psychologie. J'avais été faire des études postgraduées à l'Université d'Harvard à Boston en psychologie de la santé, spécialisé en... C'est pareil, ouais. Spécialisé avec les... By the way, j'étais à Harvard, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que j'ai fait de l'argent. Non, mais c'était un été de temps. Puis c'était tout avec j'étais le seul qui n'était pas médecin, en fait. C'était tout avec des médecins d'Harvard. Puis j'étais le seul qui était assez fou pour y aller sans être médecin. Fait que c'était la psychologie de la santé, puis spécifiquement avec les PDG des Fortune 500, donc les 500 plus grandes entreprises boursières américaines, sur comment faire des interventions en médecine préventive avec ces gens-là, parce que c'est des athlètes de haut niveau, là. Puis c'est dur, cette vie-là. D'ailleurs, j'ai de la misère à me l'appliquer sur moi-même, là. Mais... ça pour dire, j'avais monté cette belle business-là. J'avais breveté une analyse biomécanique pour être capable de voir comment ton corps bouge. Est-ce qu'il bouge de la bonne façon? Est-ce que tes patrons moteurs ont été bien enregistrés à partir du cerveau puis du système nerveux central? Parce qu'exemple, quelqu'un qui se blesse souvent au genou, la méthode de physiothérapie, dans le temps, c'était de dire, on va renforcer les muscles autour du genou. Mais la méthode biomécanique, c'est de dire, c'est une chaîne d'articulation mobile et stable.
Puis s'il y a une défaillance à quelque part dans la chaîne, ça fuck le reste de la chaîne. Donc, exemple, ton pied est là pour stabiliser, ta cheville est supposée être mobile. Une cheville qui est pas assez mobile, exemple, dans le cas comme moi, un joueur de hockey avec les pieds dans les patins ou un joueur de basket avec des souliers high-top, sa cheville, elle perd de la mobilité, elle est raide. Mais qu'est-ce qui arrive? Le genou, lui, il est supposé être stable. C'est-à-dire qu'il est stable dans son axe. C'est comme compliqué à comprendre parce qu'il est mobile, mais il est stable dans son axe. Mais si ta cheville n'a pas assez de mobilité, ben c'est l'autre articulation qui va compenser. Donc, ton genou va devenir plus mobile. Fait qu'il va faire un valgus, il va rentrer vers l'intérieur. Ta hanche, elle va compenser en devenant trop stable pour essayer de stabiliser le genou qui est trop mobile. Puis là, tu as un problème au niveau de ta chaîne biomécanique d'un point de vue structurel. Sauf que là, ce qui arrive, c'est que là, tu te mets à bouger différemment. Puis plus que tu répètes ce mouvement-là, ben il y a un nouveau patron moteur. Un patron moteur, c'est un programme, comme avec un ordinateur, qui vient s'enrichir dans le système nerveux, fait que tu changes la manière que le programme te fait bouger. Fait que là, même si on corrigerait la chaîne mécanique, il faut qu'on aille dans le système nerveux corriger ton patron moteur pour le reprogrammer. Donc, c'est ça que je faisais. Ça m'a permis de me bâtir une entreprise. Comment est-ce qu'on reprogramme? Avec des mouvements très, très, très précis, beaucoup de conscience dans les mouvements, des manipulations physiques aussi, des différents exercices. Et c'est de l'entraînement assez fucké. Oui, quand même. C'est la première fois, en fait, que j'entends ce type d'entraînement-là. Je suis vraiment curieux. Ouais. Puis en quoi est-ce que ça relate au patron d'entreprise? Ben, c'est que le patron d'entreprise, le PDG d'entreprise, c'est un athlète de haut niveau, finalement. Tu sais, le PDG d'entreprise, selon les recherches qu'on voit, c'est que le gars qui est PDG de n'importe quelle grande entreprise, hein, il vit un niveau de stress incroyable. Il a besoin d'être performant à tous les jours. C'est un athlète de haut niveau, finalement. Tout comme le chirurgien. Le chirurgien, c'est un athlète de haut niveau, là. Fait que cette vision-là d'athlète-là a fait en sorte que on avait une grosse clientèle corporative. On avait une grosse clientèle aussi de problèmes chroniques. On avait des compagnies d'assurance. On avait un gros contrat avec la Capital Assurance qui nous envoyait tous les gens en invalidité pour essayer de les aider. Des gens avec la fibromyalgie, des gens qui ont eu des accidents de travail, sont en arrêt de travail depuis de longue durée. Nous, on devait essayer de les réhabiliter avant qu'ils tombent invalides de manière permanente, parce que ça coûtait cher à la compagnie d'assurance. Puis après ça, on avait toute la clientèle d'athlètes de haut niveau. Fait que ça, c'est devenu des centres. Moi, je les appelais mes centres de médecine et de performance futuristes. J'avais une entreprise cotée à la Bourse de Paris avec qui j'avais eu une connexion avec le PDG à travers un ami commun. Eux, c'est une entreprise de biopharmaceutique, donc des suppléments dans les pharmacies, des médicaments, des produits de santé, de beauté. Lui, il avait trippé sur l'ensemble de ce qu'on faisait. Il voulait m'aider à faire une expansion. Il disait, ton concept à Paris, ton concept à Sao Paulo, ton concept à Dubaï, ça va être débile. Fait qu'on a commencé à regarder pour vendre une partie d'entreprise à ce gars-là, à cette compagnie-là. Et j'avais également breveté mon examen biomécanique, finalement. Est-ce que je t'imagine, man, à comme 24 ans en train de remplir des papiers pour faire un brevet, man? C'est tellement pas une situation commune, là. Non, c'est clair. Puis, moi, je suis pas très paperasse. Sur le coup, en plus, tu t'en rends tellement pas compte à quel point c'est unlikely. Genre. Ah, je suis en train d'écrire un livre, justement, là-dessus, sur toute ma méthodologie, qui était une méthodologie hybride entre plusieurs autres méthodologies, mais j'avais peaufiné à travers mes expériences. Puis, il faut que tu comprennes qu'à 24-25 ans, là, écoute, j'avais déjà des athlètes dans les Olympiques. J'avais des athlètes professionnels, j'avais des PDG d'entreprise. J'avais déjà atteint comme le summum dans ma profession à 24-25 ans. J'ai été engagé par une organisation qui s'appelle B210, B210, qui était une organisation pour les Olympiques de Vancouver en 2010, qui était financée par des familles riches de Montréal. Ils sont allés chercher tous les meilleurs intervenants au Canada, dans les différentes sphères du sport d'haute performance. Ça a été chapeauté par Scott Livingston, qui était le préparateur physique des Canadiens de Montréal, et Dom Gauthier, qui était un champion de ski en ski de boss, qui est maintenant le coach olympique. Sa conjointe, c'était Jen Hale, la meilleure skieuse féminine de l'histoire du Canada. Puis eux, ils avaient comme créé ce programme-là pour, avec le Canada, assurer le plus de médailles possible aux Jeux olympiques en 2010. Donc moi, j'étais un des 10 intervenants au Canada à être sélectionné pour être un des coachs, un des préparateurs de tout ça. Fait que j'ai réussi à travailler avec tous les médaillés olympiques à Vancouver en 2010. Fait que ça a fait en sorte qu'il y avait une grande notoriété. Mais tout ça pour dire que, tu demandais comment j'ai fait de l'argent, ça vient avec la valeur puis la notoriété puis ça vient avec, t'étais entraîné ça dans vient un avec gym, ça. Le gars t'a dit ça te tente de prendre le bureau. C'est devenu ça. Puis c'est ça. Mais ça revient à ce que je disais, l'argent, je pensais,
Oui, il y a des moments où j'ai pensé à l'argent, oui. Mais en réalité, tu sais, dans mon day-to-day, dans le big scheme of things, je pensais pas à l'argent. L'argent est juste venu parce que c'était fucking hot ce qu'on faisait, puis ça aidait le monde. On aidait des athlètes à se surpasser. On aidait des gens qui étaient malades ou qui avaient des douleurs chroniques, à plus n'avoir ou à plus être malades. Puis on aidait des PDG d'entreprise à eux mieux performer dans ce qu'ils voulaient faire. L'argent est juste venu avec ça. Là. Tu sais, c'est pas de recette secrète. Là. Il n'y a pas de copywriting, il n'y a pas de funnel, il y avait rien de secret là-dedans. C'était du travail, c'était de l'innovation, c'était du dévouement, de la passion. Tu sais, c'est ça qui a fait qu'il y avait de l'argent derrière ça.